Finalisation et opérationnalisation de l'école de guerre du Mali, lancement officiel de Sénou Kibarou. Beaucoup ont été faits au niveau de l'enseignement supérieur comme également au ministère de la Justice. En 5 années, l'appareil judiciaire malien refondé intégralement avec la création de structures de lutte contre la corruption et la cybercriminalité, entre autres. Youssouf Diaguité et Garibou Pérou vont nous brosser le parcours de ces deux départements sous la présidence générale d'armée Assimi Goïta. L'opération d'immatriculation sera désormais généralisée. Objectif, faciliter l'acquisition par les citoyens des parcelles propres sans tracasserie, en règle avec la loi domaniale et foncière qui ne reconnaît que le titre foncier comme document de propriété. Le Mali, 23e du monde aux Olympiades internationales de l'intelligence artificielle en Chine, à Beijing. Notre pays a remporté les 4e premiers prix des épreuves individuelles. Nous avons rencontré une partie de l'équipe. Le compte-rendu sera de Awa Adama à Koulibaly. Sport, football, 7e journée des éliminatoires du mondial 2026 contre les Comores. Ce jeudi 4 septembre, le rassemblement a commencé dimanche et le nid des aigles est presque garni avec la présence de 23 joueurs sur les 25 retenus. Reportage tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce 20h. En 5 du président de la transition, on poursuit le décryptage des acquis à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le département a engagé une refondation ambitieuse de l'appareil judiciaire malien. De nouvelles institutions spécialisées ont été créées pour lutter contre la corruption, le terrorisme, la cybercriminalité et les atteintes aux droits humains. Des textes fondamentaux ont été adoptés, renforçant l'indépendance de la magistrature et modernisant le droit pénal. Un effort sans précédent a été consenti dans le recrutement, la formation et la professionnalisation des acteurs de justice. Le ministère a également porté la voix du Mali sur les grandes tribunes internationales tout en rapprochant la justice des citoyens. Cette dynamique de réforme s'inscrit dans une vision durable de justice plus équitable, plus accessible et plus respectée. Retour sur les réalisations majeures du ministère. C'est avec Garibou Pérou. Sous l'impulsion éclairée du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le secteur de la justice a connu une mutation profonde. À la croisée des chemins entre rigueur, modernité et souveraineté, l'appareil judiciaire malien se redessine avec force et détermination. Sur le plan institutionnel et organisationnel, la création du pôle national économique et financier de lutte contre la corruption a permis pour la première fois le reversement record de plus de 400 milliards de francs CFA issus de la délinquance économique. S'y ajoute le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le parquet spécialisé en matière de terrorisme ou encore l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Des institutions conçues pour répondre aux défis modernes de la justice. La Cour administrative d'appel de Bamako incarne désormais le double degré de juridiction en matière administrative, tandis que la Direction nationale des droits de l'homme, première du genre depuis l'indépendance, veille à la promotion et à la protection des libertés fondamentales. Sur le plan normatif, le chantier a été ambitieux. Le code pénal et le code de procédure pénale ont été promulgués. Ces textes introduisent des avancées majeures, la suppression de l'immunité des élus, l'imprescriptibilité des crimes économiques, la création de chambres criminelles ou encore l'introduction de nouvelles infractions telles que l'esclavage par ascendance ou la traite des personnes. Les juridictions supérieures, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour des comptes bénéficient à présent de lois organiques modernes renforçant leur indépendance et leur efficacité. Au cœur de cette réforme, la justice malienne s'est engagée dans la refonte de ses ressources humaines. Entre 2022 et 2025, ce sont 681 agents de justice qui auront été recrutés, dont 316 magistrats, un chiffre équivalent à tout le corps judiciaire recruté depuis l'indépendance. Des semaines thématiques telles que la semaine de la justice ou celles dédiées au symbole de l'État ont été instituées pour rapprocher l'appareil judiciaire des citoyens.
Des conseils supérieurs ont été mis en place pour structurer les nouvelles professions. Des états généraux inédits ont réuni pour la première fois avocats, notaires, huissiers et experts judiciaires pour refonder les bases de ces métiers essentiels. La modernisation des services judiciaires ne se limite pas aux structures. 2 lignes gratuites ont été créées, Binkani Kunafoni pour signaler les abus et Hake Kunafoni pour informer les citoyens. Des bureaux d'assistance juridique et des vestibules de droit ont vu le jour, offrant aux justiciables un accès plus transparent et équitable à la justice. Le contrôle rigoureux de la chaîne pénale, la supervision des cabinets d'avocats, notaires et huissiers dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme marquent une volonté d'assainissement sans compromis. Sur le plan international, le Mali fait entendre sa voix. Le ministre de la Justice a porté la voix du pays à Genève, à La Haye et à Vienne, à Saint-Pétersbourg ou encore au Forum mondial de lutte contre le racisme à Barcelone. Autant d'occasions de rappeler les engagements du Mali en matière de justice et de droits de l'homme. Le pays se dote également d'instruments modernes pour le suivi et l'évaluation de ses performances. Pour la première fois, un rapport d'activité du ministère, un rapport annuel de performance et un programme décennal de développement de la justice 2026-2035 ont été élaborés. Un logiciel de gestion des dossiers judiciaires a été lancé, amorçant la dématérialisation des procédures. L'informatisation du casier judiciaire est imminente. La création projetée d'une imprimerie judiciaire pour lutter contre l'anarchie et les désordres dans la fabrication et l'usage des symboles de l'État ainsi que les premières politiques sectorielles en matière de genre et d'éducation surveillée depuis l'accession de notre pays à l'indépendance témoignent d'un nouveau souffle donné à l'institution judiciaire. Le grand corps malade a retrouvé une santé de fer grâce aux vaccins administrés par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamoudou Kassogué, sous les hautes instructions du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Loin d'être symbolique, cette refondation de la justice malienne est une œuvre de fond portée par une vision, des moyens et une volonté politique affirmée. À travers ces réformes, le Mali réaffirme sa souveraineté, renforce la confiance de ses citoyens et s'inscrit dans la marche des nations modernes. Oui, Garibou Pérou, le grand corps n'est plus malade. Pendant les 5 ans de la transition, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a atteint beaucoup de ses objectifs, notamment sa participation à la réalisation et à l'opérationnalisation de l'école de guerre du Mali, la construction en cours du centre d'intelligence artificielle et de robotique, ou encore le lancement officiel de Sénou Kibarou. Youssouf Diakiti. L'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celle des conditions des travailleurs sont des questions prioritaires sur la table du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pourquoi les responsables du département, sous le regard attentif du professeur Bourema Kansai, sont à pied d'œuvre pour l'accomplissement de ces tâches au quotidien. C'est ce qui justifie la mise en route de plusieurs chantiers avec la réalisation de nombreuses activités ou en cours de réalisation. Parmi ces activités, on peut citer la promotion des enseignants et chercheurs à travers la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude CNELA, le renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec la Fédération de la Russie, la République populaire de Chine, le Royaume du Maroc, l'Afrique du Sud, l'Iran, le Japon, la Turquie, le Royaume d'Espagne, l'Égypte, le Venezuela, l'UEMOA, le Conseil national du patronat du Mali, le musée des armées, entre autres. À ce paquet d'activités s'ajoute l'organisation de plusieurs colloques nationaux et internationaux ainsi que des journées de la recherche et de l'innovation, l'organisation de la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'organisation d'une importante table ronde sur la crise entre le Mali et l'Algérie, la réflexion sur la nouvelle dynamique du Sud global au prisme de l'Alliance des États du Sahel, AIS. Avec le goût de l'innovation, le département s'est attelé à la création d'un centre d'excellence en énergie solaire et photovoltaïque, à la création du centre d'innovation technologique Tumbuktu de l'ENI ABT, à la création et l'opérationnalisation de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Il faut aussi noter sa participation à la création et l'opérationnalisation de l'école de guerre
Niger. Autre activité réalisée, le lancement de l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour le retour des boursiers et la promotion de l'excellence au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'organisation des 6e assises du réseau international des établissements privés de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. L'organisation du 2e congrès scientifique international du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation sous le thème Société africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Le lancement officiel de Senou Kibarou, un nouveau système de suivi par SMS des allocations financières des étudiants. À cela, il faut ajouter le lancement de l'atelier de partage de la stratégie pour l'amélioration du pilotage et de la gouvernance institutionnelle. Autre activité non moins importante, la tenue à Bamako de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes PRED et le 14e atelier de formation à l'assurance et qualité dans l'enseignement supérieur du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La cérémonie de mise en route et d'accueil à l'occasion du 22e concours d'agrégation de médecine humaine, odontostomatologie et pharmacie du CAMES. Pour 2024, le Mali a présenté 50 candidats, le deuxième plus grand effectif dont 44 ont été admis, soit un taux de réussite global de 88%. Au chapitre des infrastructures, le département s'est attelé à la création du centre d'excellence en énergie solaire et photovoltaïque, la création des universités de Badjangara et de Kaye, le démarrage de la construction de l'université de Sikasso, l'opérationnalisation de la même université, l'élaboration et la validation des maquettes de l'université de Gao, la visite des chantiers du centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR. Au chapitre des contributions scientifiques, les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont participé au débat sur les questions d'importance nationale. Sur le plan sportif, la réception des athlètes du club sportif universitaire du Mali Sezoum qui ont remporté un total de 8 médailles, dont 3 en or, 2 en argent et 3 en bronze, suite à leur participation à la 33e édition du meeting d'athlétisme des 100, tenu du 19 au 20 avril 2025. Et dans le classement général, le club s'est hissé à la 3e place nationale sur une trentaine de clubs participants venus de tout le pays. Une des actions phares du département pour mettre fin à la violence dans l'espace universitaire, c'est la suspension de l'association des élèves et étudiants du Mali et le maintien du dialogue avec les différents syndicats pour l'apaisement du climat social. Dans la perspective du renforcement de la coopération entre le Mali et d'autres pays, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accordé plusieurs audiences à des personnalités nationales et étrangères. L'opération d'immatriculation sera désormais généralisée. Objectif, faciliter l'acquisition par les citoyens des parcelles propres sans tracasserie en règle avec la loi domaniale et foncière qui ne reconnaît que le titre foncier comme document de propriété. Toutes ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de la commission en charge du dossier. Les détails avec Aoulisseini Touré. Sous l'égide du ministre en charge de l'urbanisme, la Commission nationale d'immatriculation des parcelles a commencé ses travaux en septembre 2024. La phase pilote a donc été conduite une année durant et a concerné les quartiers de Zerni et de Kalabankoro Sud Extension. Au total, 3262 titres fonciers ont été effectivement créés. Aujourd'hui, l'heure est à l'élargissement de cette opération de création de titres à l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous sommes à mesure de vous dire qu'il y a des titres fonciers qui sont disponibles. Il y a des titres fonciers qui sont disponibles précisément dans le quartier de Kalabankora Sud Extension et le quartier de Zerni. Les titres fonciers fin prêt sont au nombre de 3262, dont 1217 pour Yirmadio Zerni, et 2045 titres fonciers pour Kalabankura. C'est l'occasion pour nous d'inviter les citoyens qui habitent dans ces deux quartiers, Kalabankura, Extension Sud et Zerni, et qui ont leurs parcelles déjà titrées à travers cette opération systématique d'immatriculation de parcelles de terrain, qu'ils peuvent venir s'adresser au bureau des domaines et du cadastre du district de Bamako pour se faire délivrer
les copies de leur titre foncier. Le prix du mètre carré varie en fonction de la vocation de la parcelle et de son emplacement géographique. Les parcelles situées en zone urbaine n'ont pas le même prix que celles rurales. Les honoraires dus aux géomètres experts chargés des travaux sont encaissés par le bureau des domaines. Les honoraires constitués des frais de bornage, de levée topographique, d'établissement d'extrait de plans de bornage, de constitution de dossiers techniques sont fixés à 50 000 francs par parcelle, situés sur un titre foncier, maire. Autrement, ils sont fixés à 75 000 francs par parcelle. Les frais de cession d'une parcelle de terrain sont constitués de prix de cession et de droits et taxes connexes. Le ministère de l'Urbanisme a signé une convention de collaboration avec les structures faîtières spécialisées dans le domaine. Il s'agit notamment de l'ordre des géomètres agréés. Les géomètres experts sont la cheville ouvrière. C'est nous qui faisons les travaux techniques sur le terrain et qui montons les documents pour les amener au niveau des domaines. Donc c'est l'immatriculation systématique. L'ordre des géomètres experts du Mali félicite le ministère par rapport à ça et l'accompagne et continuera à l'accompagner. Certainement, ça va faire un ouf au niveau de la population par rapport aux tracasseries autour du foncier, de l'élaboration et de la création du titre foncier. Ça va, les lourdeurs administratives seront effacées et le prix du mètre carré a diminué et ça va permettre de sécuriser les quartiers, les villages, la ville et en tout la région. Cette occasion a été saisie par les responsables du département pour expliquer les tenants et aboutissants de cette opération afin de faciliter la collaboration avec les services techniques. Ceci demeure le seul gage de son succès. Le réseau ouest et centre-africain de recherche en sciences sociales invite à un diagnostic sans complaisance des études qu'il a menées afin de corriger l'absence des normes et la faiblesse structurelle. Les échanges doivent par ailleurs porter un regard critique sur le contenu du rapport élaboré par 9 enquêteurs, 4 superviseurs et 5 chercheurs. Fademba Keita nous explique. C'est dans le cadre du programme For Doing Research de Global Development Network que se tient le présent atelier de restitution de l'évaluation du système de recherche en sciences sociales. Le Café Orocaré, au réseau Ouest et Centre africain de recherche en sciences sociales en cours est donc un espace d'analyse en profondeur du système national de recherche en sciences sociales, d'identification des forces et faiblesses, des opportunités afin de fournir aux acteurs académiques, aux décideurs publics et aux partenaires des données fiables. L'analyse des contraintes reste l'une des missions phares des experts et chercheurs présents. Le rapport a mis en évidence un financement insuffisant et instable de la recherche en sciences sociales au Mali. Seulement 0,18% du PIB est investi dans la recherche pour le développement, dont plus de la moitié provient de l'extérieur. Une faible participation des femmes, seulement 12,13% des chercheurs en sciences sociales, 92,74% des chercheurs en sciences sociales du Mali se trouvent à Bamako. Au-delà de la méthodologie standardisée Doing Research Assessment, DRA, adaptée aux réalités utilisées par les évaluateurs, cette étude vise à promouvoir le système de recherche en sciences sociales. Cette étude offre une base stratégique pour la réforme et le développement du système de recherche au Mali. Elle appelle à augmenter les financements nationaux et à sécuriser leur pérennité. Nous devons ensemble travailler à accroître le financement national de la recherche, de développer un cadre réglementaire spécifique aux sciences sociales autant que faire se peut, améliorer la répartition territoriale et disciplinaire des ressources humaines matérielles, promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes dans les carrières scientifiques. Le réseau Ouest et Centre africain de recherche en sciences sociales Rocaré est créé le 13 février 1989 à Freetown, au Libéria.
Il comprend 19 pays, parmi lesquels 15 francophones et 4 anglophones. Un mot des vacances scolaires qui se poursuivent jusqu'en octobre, synonyme de repos pour les élèves. Cependant, nombreux sont-ils qui reprennent aussitôt le chemin de l'école pour des cours de renforcement en pression des parents, besoin de soutien pédagogique. Peur du retard, les cours de vacances s'imposent dans le quotidien de certains enfants au risque parfois d'impacter leur équilibre physique, social et psychologique. Je vous propose de suivre Adam Maïga dans ce grand format de la rédaction. Après 9 mois de cours, Mariam Claire Coco n'a toujours pas droit au repos. À seulement 13 ans, elle enchaîne directement avec les cours de vacances. Et cette situation l'affecte déjà socialement et physiquement. C'est même très fatigant, parfois les maux de tête, les nuits blanches qu'on passe à réviser nos leçons pour pouvoir faire de bonnes notes. Parce que j'apprends mes leçons pendant presque toute la journée. Donc parfois j'oublie de manger, ça peut me causer parfois des problèmes. Donc on n'a pas tout le temps de jouer ou de parler avec les parents. C'est mon quotidien depuis longtemps. C'est aussi le quotidien de Alfousseni Moussa Maïga, 10 ans, et de Aminata Diawara, 9 ans, alors que les vacances devraient être pour eux un moment de détente, de repos psychique et physique. Ils continuent à fréquenter les salles de classe. Lundi jusqu'à vendredi, j'étudie. C'est le samedi et le dimanche que je joue avec mes amis. Non, ma mère ne veut pas qu'on sorte. Je suis contente d'avoir su les cours parce que c'est bien. Je comprends des mots, je lis et je travaille. Pour les experts en éducation, priver un enfant de ces moments de pause peut provoquer à long terme un dégoût de l'apprentissage, un sentiment de solitude ou encore des difficultés de mémorisation. Au début, il va accepter parce qu'il n'a pas le choix, c'est un enfant. Mais à long terme, il aura le dégoût des études, arrivé à un niveau. Il peut brusquement abandonner les études. Voilà. Puis, physiquement, quand même, il vient se présenter. Mais en réalité, il n'apprend rien, il ne retient absolument rien. Dès qu'il voit l'enfant et l'enseignant, il perd son humeur. Quand l'enfant voit que tout son temps est pris, donc il ne voit même pas ses amis, ses camarades, donc ça peut créer une sorte de nostalgie chez l'enfant. Et voilà, à la maison, il est docile, il est là, mais en réalité, il n'est pas du tout à l'aise. Ça peut être justement une source d'isolement. Mais il ne faut pas aussi oublier, l'apprentissage est important, mais le repos également est important. Le jeu est très important parce que vous savez que les enfants apprennent beaucoup dans le jeu. Et c'est un moyen également d'ailleurs de développer la mémoire. Les voyages, les jeux, tout ça, ça développe la mémoire chez l'enfant. Pourtant, côté résultat, le tableau n'est pas tout noir. Ces enfants surchargés pendant les vacances comptent souvent parmi les meilleurs de leur classe. Un argument qui convainc de nombreux parents d'opter pour des cours supplémentaires à domicile ou dans les écoles, dans l'espoir de garantir de bons résultats. Bon, combien de temps la cour de vacances là? J'ai inscrit des enfants au cours de vacances pour améliorer leur niveau. C'est pour leur permettre de découvrir en avance les programmes des classes suivantes. Ils auront ainsi un meilleur niveau et comprendront plus facilement les leçons comparées à ceux qui n'auront pas suivi ce cours. Au-delà de l'aspect scolaire, ces cours de vacances, les enfants aussi de traîner et de jouer inutilement. D'autres, comme les enfants de Mahamadou Traoré, ont réellement besoin de ces renforcements scolaires pour combler certaines lacunes. Les cours de vacances deviennent alors un outil d'appui indispensable. Cette année, j'ai inscrit mes 3 enfants au cours de vacances. C'est mon premier fils qui en a fait la demande, car il n'a pas le niveau nécessaire dans les matières principales, mathématiques, physique et chimie. J'ai donc été obligé de trouver des professeurs dans ces différentes disciplines, pour lui et pour ses frères, afin qu'ils puissent améliorer leur niveau dans ces matières essentielles. Mais pour éviter une surcharge tout au long de l'année, des méthodes pédagogiques adaptées sont mises en place. Leur respect contribue à améliorer le niveau de l'enfant tout en préservant son équilibre. Les cours là se font de façon pédagogique, c'est-à-dire ils ont 2
2 pauses de 15 minutes et ce n'est pas comme le programme habituel. On commence à 9h et on descend à midi. De la façon dont moi je dispense ma matière, je fais beaucoup intéresser les élèves. Ils participent beaucoup au cours, donc moi je ne présente pas ça. Nous tenons chaque fois que des partenaires veulent organiser des cours de vacances, nous leur disons de passer par les académies. Et les académies doivent voir quel est le design de ces cours, quel est le contenu, est-ce que le volume horaire est adapté, est-ce que ce ne sont pas des cours qui fatiguent les apprenants, quelle est la qualité de ceux qui donnent ces cours. En somme, les cours de vacances ne sont pas nécessaires pour tous les élèves. Il revient donc aux parents de trouver le juste équilibre en veillant à la fois au bien-être éducatif, social et psychologique de leurs enfants. Ouais. Le Mali, 23e du monde aux Olympiades internationales de l'intelligence artificielle en Chine, à Beijing, tenues du 2 au 9 août dernier, notre pays a remporté les 4 premiers prix des épreuves individuelles. Nous avons rencontré une partie de l'équipe malienne qui a été formée et accompagnée par Robo Mali. La suite est racontée par Awadama Koulibaly et Al-Kaou Traoré. Le coup d'essai est devenu le coup de maître. Pour sa toute première participation aux Olympiades internationales de l'intelligence artificielle à Beijing, l'équipe malienne rafle les places d'excellence. Elle se classe 2e en Afrique après la Tunisie dans le Team Challenge. Il y avait 60 pays, 80 équipes. Le Mali s'est classé 23e mondial et 2e Afrique. Maintenant, à la compétition individuelle, nos équipes sont classées meilleures mondiales. Donc, il y avait Kabel Sissé qui a remporté la première place. Il y a Mouri Dambélé qui a remporté la 2e place. Mariam et Abdoulaye qui ont remporté la 3e place. Toute compétition suscite du stress. Aux premières heures, Kabel et ses coéquipiers avaient des craintes. L'étape que nous appelons, je pense que c'est l'individual test parce que c'est là que tout le monde se sentait à l'aise parce que on n'a pas fait assez de temps ensemble à collaborer pour vraiment travailler en équipe. C'est pour ça que notre expérience en faisant le concours en équipe était très stressante. Il y avait beaucoup de tension. On a fait une performance qu'on n'a pas attendue, dont on est très fiers, en battant beaucoup des grands pays, dont l'une des équipes de Chine ou deux, la France et d'autres grands pays. Donc on a pu vraiment se démarquer dans ce contexte-là qui consistait à programmer un robot. Cet exploit des jeunes lycéens du Mali est au bout d'un seul mois d'encadrement. Imaginez un peu ce qu'ils auraient accompli s'ils avaient eu un long temps de préparation. Pour dire que l'édition 2026 se prépare dès maintenant. Et bonne chance. Au Mali, une nouvelle dynamique est en marche dans le domaine de la formation supérieure. Un atelier national vient de poser les bases des masters en ingénierie, du développement durable et management de l'environnement. L'initiative est soutenue par le projet de restauration des terres dégradées. Le reportage de Moussa Kamara et de Toumani Djabati. Face aux défis croissants liés à la dégradation des terres et des effets du changement climatique, le Mali mise sur le renforcement des compétences locales. À Bamako, experts universitaires et partenaires techniques sont réunis pendant 3 jours pour co-construire un cursus de formation novateur. Il s'agit non seulement de doter notre pays de programmes de formation de haut niveau, mais aussi de répondre à des enjeux majeurs tels que la résilience climatique, la gestion durable de l'environnement et le développement socio-économique inclusif. Ce programme, fruit d'une collaboration entre plusieurs institutions nationales et internationales, ambitionne de former une nouvelle génération de professionnels capables de répondre efficacement aux enjeux environnementaux du pays. La Banque mondiale s'engage ainsi à investir dans les compétences des individus pour permettre au pays de bâtir des sociétés plus inclusives, résilientes, capables de générer une croissance durable et d'atteindre les objectifs de développement. Ce master répond à un besoin urgent et permettra au Mali de disposer des compétences locales de haut niveau. D'une part, il permettra de former une nouvelle génération de spécialistes capables de concevoir et de mettre en œuvre des politiques, programmes et projets en faveur de la résilience climatique et de la gestion durable des paysages.
D'autre part, il traduit concrètement la volonté de nos plus hautes autorités de doter notre pays des ressources humaines qualifiées, adaptées aux réalités de nos défis environnementaux et aptes à porter la vision nationale du développement durable. Avec ces masters, le Mali fait un pas important vers l'autonomisation scientifique et technique dans la lutte contre la dégradation des terres. D'ici 2 ans, la première promotion sera sur le marché. Dans la commune de Kagnogo, précisément dans le village de Balanzan, la journée de ce lundi 1er septembre, mise à profit pour sensibiliser la population sur le contenu de la charte pour la paix et la réconciliation issue du dialogue intermalien. Envoyés spéciaux à Balanzan, Kassim Diallo, Idrissa Traoré. La population du village de Balanzan, situé à 25 km de Kangaba dans la commune de Kagnogo, soutient les autorités de la transition. Cet engagement est matérialisé à travers une journée de vulgarisation de la charte pour la paix et la réconciliation. Une conférence débat qui a permis d'édifier les habitants de Kagnogo et de proposer des solutions durables pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Et le message phare, c'est inviter les forces vives de Balanzan à accompagner et à soutenir les forces armées maliennes et à s'unir et à accompagner les forces de défense et de sécurité, à soutenir les autorités de la transition dans leur combat de la recherche de la souveraineté, dans leur combat de libération du territoire, dans leur combat de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. La rencontre a mobilisé les autorités administratives et communales ainsi que des leaders d'opinion dont l'artiste Kanya Kouyaté. Le maire de la commune de Kagnogo affirme que soutenir l'armée malienne, c'est de garantir la souveraineté nationale. Magan kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo bi k'a lase o ye jamana ko de fɛn tɛ faso bɔ fɛn an minnu bɛ yan bi se min y'an ye o ye ka jamana ɲɛmɔgɔ ni sɔrɔsiw senkɔrɔma tintin duwawu ani farankan ni hakili ɲuman na an ka se ka hakilinan bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la olu bɛ se ka lawaleya cogo min na pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali kelen de bɛ an bolo n'an ye Mali ta bɛ taa yɔrɔ tan na donc min b'an bolo o ye ka fara ɲɔgɔn kan kɛ jamana ɲɛmɔgɔ senkɔrɔma tintin jamana kɔlɔlɔ sumali la quoi. Cette journée de soutien à la transition a connu son apothéose avec des activités sportives, la lecture des Corans et des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. 5 véhicules remis à des services régionaux de l'État et à l'ANASER par le projet Yélé. La cérémonie de donation était couplée à celle d'adieu au coordinateur et à toute l'équipe du projet de Kaye, la correspondance de Kabadjara. Le projet Yélé Droit et Innovation en santé sexuelle et reproductive a officiellement débuté sa phase de mise en œuvre au Mali un mercredi 28 juillet 2021 avec son lancement dans la région des Kaye. Le projet Yélé soutenu par Affaires mondiales Canada avait une durée prévue allant du 6 avril 2020 au 31 août 2025. À quelques jours donc de la fermeture définitive du projet Yélé, le vendredi 29 août 2025, le coordinateur, à travers une cérémonie de remise des dons de 5 véhicules et de matériel informatique à certains services régionaux et l'ONASER a fait ses adieux à ses partenaires et aux autorités régionales après 15 ans de travail abattu au niveau de la région, dont 5 ans à la tête du projet Yélé. Effectivement, Yélé a fait 5 ans, mais avant Yélé, il y avait d'autres projets, donc je suis à ma 15e année au niveau de la région de Kaye et je pense que le travail que nous avons fait est un bon travail, comme tout le monde l'a dit. Nous avons toujours travaillé pour les femmes, les adolescents et les jeunes. Si on veut transformer le pays, il faut aller avec les jeunes. Et c'est pour ça que le Canada met beaucoup de paquets sur les femmes et pour les jeunes. Nous avons bien voulu exprimer toute la reconnaissance de l'ensemble des populations de la région de Kaye à l'endroit du coordinateur du projet, en la personne du docteur Shmela Diakité. Vu à son âge qu'il puisse mener à bien un tel projet avec une telle rigueur et une telle grande responsabilité, c'est vraiment à saluer. Il s'agit de 5 véhicules qui ont été remis à la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, aussi à l'ONASER et à des districts sanitaires de la région de Kaye et de Nioro. La remise des clés aux 5 récipiendaires et la remise d'une attestation de reconnaissance à Soumaïla Laye Diakité, coordinateur du projet Yélé, par le gouverneur de la région, ont constitué les temps forts de cette cérémonie d'adieu et de remise.
La deuxième édition de la Nuit du textile africain se tiendra du 8 au 14 septembre 2025 au Centre international de conférence de Bamako. L'annonce a été faite par l'initiatrice de l'événement, Marie Kaba. Ce rendez-vous culturel sera célébré sous le thème Textile, impact culturel et économique. Aliou Abdoulaye Touré était à la conférence de lancement. La Nuit du textile africain est un rendez-vous qui entend réunir les couturiers, les stylistes, les designers, en passant par les professionnels de la mode. La Nuit du textile africain se veut également un événement qui participe à la célébration de la diversité du patrimoine vestimentaire malien, par extension africaine. Ce n'est pas un simple rendez-vous culturel, c'est un acte politique, économique et culturel au sens noble. Pas moins de 20 nations africaines seront représentées à travers différents acteurs de l'industrie de la mode. Plus de 15 stylistes, des mannequins venus de tout horizon. La Nuit du textile africain se veut aussi une rencontre sous-régionale plus ambitieuse et inclusive. L'innovation qu'on veut montrer pour cette fois-ci, c'est que la présentation des tenues soit effectivement faite par le styliste lui-même. Que le styliste puisse être mis en avant par rapport effectivement à sa création. Parce qu'on a toujours remarqué que les mannequins, après leur départ, donc maintenant le styliste vient seulement, il part. Donc faire la connaissance du styliste sur le tapis de défilé. Cette deuxième édition du textile africain sera agrémentée par une foire d'exposition dénommée le village du textile, ainsi que des ateliers d'échange et de réflexion. Et c'est du 8 au 14 septembre. 31 ans, ça se fête. C'est l'âge de la société Paris Mutuel Urbain, PMU Mali. La direction générale a saisi l'occasion pour parler de la bonne santé de la société, dont les immobilisations se chiffrent à environ 25 milliards de francs CFA. Regardons ensemble ce reportage de Youssouf Diakité et Toumani Diabaté. Résilience, innovation, courage et détermination, ce sont là les maîtres mots de la célébration du 31e anniversaire de la société Paris Mutuel Urbain, PMI Mali. Cela se justifie au regard des résultats obtenus par les différentes directions générales. L'opportunité était bonne pour le personnel de saluer les efforts consentis par les premiers responsables. Au dire du directeur général du PMI Mali, les résultats obtenus sont le fruit d'une franche collaboration entre le personnel, les revendeurs et les dirigeants de la société. Le PMI est une entreprise citoyenne depuis sa création qui a fait beaucoup en termes d'œuvres sociales et nous sommes restés sur la même lancée que nos prédécesseurs. Nous avons nous aussi accompli avec toute l'équipe certaines œuvres sociales et donc aujourd'hui nous pouvons dire que en termes de réalisation, il y a PMU est une entreprise qui est très très solide, qui a une stabilité financière qui est garantie, avec un personnel qui est de plus en plus résilient. Et nous pensons que PMU est une entreprise aujourd'hui qui est dans une dynamique très positive. Nous allons, dit-il, poursuivre le chantier de l'innovation engagé depuis un certain moment. Nous avons constitué une réserve facultative il y a 3 ans de 3 milliards. Et en termes de santé financière, nous avons les immobilisations financières qui ont connu une variation de plus de 20 milliards. Avec des obligations et des titres de participation et nous sommes sur une dynamique de résultats net comptables en augmentation de plus de 6 fois ce qu'on avait l'habitude de réaliser. Nous avons un plan stratégique de développement qui doit être mis en œuvre incessamment. Plusieurs activités sont au programme de la célébration de ce 31e anniversaire du PMI Mali, activités qui seront exécutées tout au long du mois de septembre.
Et pour information, les travaux de bitumage de l'avenue de la Marne, notamment le tronçon qui passe devant l'ERTM à Golonina, avancent à un rythme satisfaisant. Sur le terrain, la seconde couche de bitume est en cours de pose. Il y a encore peu, cette portion de l'avenue de la Marne était dans un état de dégradation avancée, trous béants, poussière et surtout inondations fréquentes. Les désagréments étaient nombreux pour les riverains et les agents de l'ERTM. Les travaux sont exécutés par une entreprise chinoise sous la supervision du ministère de l'Équipement et des Infrastructures. L'objectif est d'offrir un revêtement de qualité durable capable de résister aux intempéries et à la forte fréquentation de cette voie stratégique. La fin des travaux est prévue dans les tout prochains jours et le tronçon sera ouvert à la circulation. Le 31 août 2025, le Forum africain des systèmes alimentaires a lancé un espace entièrement dédié aux jeunes entrepreneurs agricoles du continent. Opportunité pour mettre en avant le rôle des jeunes dans la transformation durable des systèmes agroalimentaires. La cérémonie d'ouverture a réuni leaders du secteur, innovateurs et décideurs déterminés à bâtir un avenir alimentaire plus résilient en Afrique. Aux côtés de l'AGRA, des jeunes Maliens ont porté leurs idées et leurs visions pour une agriculture durable et tournée vers l'avenir. Bokari Koulibaly nous donne plus d'explications. Le Forum africain des systèmes alimentaires 2025 s'est ouvert à Diamniadio au Sénégal ce 31 août sous le thème « La jeunesse africaine, moteur de l'innovation et de la transformation ». L'événement réunit décideurs et acteurs du secteur. Chère jeunesse africaine, soyez rassurés que la politique de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, le moteur c'est la jeunesse, le moteur c'est l'agriculture. Et nous demeurons absolument convaincus que les deux accélérateurs de croissance, c'est la jeunesse et la digitalisation. Pour les jeunes, c'est une plateforme pour échanger, partager des solutions et peser davantage dans les politiques agricoles. Les jeunes doivent vraiment profiter pour pouvoir prendre les contacts nécessaires pour au moins pouvoir avoir beaucoup de relations qui vont permettre de booster leur entreprise et également aussi de booster l'agriculture malienne. Les entrepreneurs maliens y prennent part. Objectif, élargir leurs réseaux et renforcer leurs entreprises au service du pays. Il y avait une diversité culturelle, on a vu plein de jeunes qui sont venus d'autre part. Les jeunes ont du potentiel. Donc en essayant de rester derrière les autorités, il y a du potentiel pour que les jeunes puissent développer le secteur agricole, de développer le pays tout entier. Parce que si on dit l'agriculture, c'est le pays. Ce forum est un carrefour d'opportunités, de partenariats et de financement essentiels pour la jeunesse africaine engagée dans l'avenir alimentaire du continent. Au Burkina Faso, une délégation gouvernementale a effectué une visite sur quelques sites chargés de l'immersion patriotique à Bobo Dioulasso. Plus de précisions avec Bouré Makane et Sayouba Mabon. Au complexe scolaire de Savoie, Alpha Solidarité et au lycée mixte d'Akarville, des milliers de jeunes fraîchement diplômés vivent leur immersion patriotique. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Éducation de base, celui de l'enseignement secondaire et le secrétaire général du gouvernement sont là pour un triple objectif: s'assurer du bon déroulement du programme, apporter un soutien moral aux participants et saluer leur engagement pour la nation. Ce que nous avons vu nous réconforte que la révolution engagée est en marche et que cette révolution aura naturellement l'ensemble donc des acteurs capables de la conduire. Nous avons vu des jeunes au bout de quelques semaines déjà transformés, des jeunes qui aujourd'hui comprennent énormément le sens de quelques valeurs indispensables donc pour conduire cette révolution. L'immersion patriotique, une initiative inédite pour les nouveaux bacheliers, vise à former des citoyens conscients de leur rôle dans la construction de la nation.
Le gouvernement réaffirme son soutien indéfectible à ce programme, soulignant son importance dans le contexte actuel de défis sécuritaires. Les immergés, de leur côté, se disent prêts à relever les défis de la nation, armés des valeurs de civisme, de résilience et de patriotisme inculquées durant ces 30 jours d'apprentissage. Au début, c'était difficile. Après, tout allait bien. On suivait, les encadreurs nous aidaient. On nous a appris beaucoup de choses, la solidarité et le civisme. L'immersion, c'est une bonne chose. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a réunis ensemble pour être des bons citoyens de demain pour construire notre pays, le Burkina Faso. Nous sommes véritablement satisfaits pour ce qui est fait. Et pour ce que nous avons vu, nous pouvons dire que l'objectif de cette initiative est pleinement atteint. Et nous voulons que ces valeurs-là soient le credo désormais de toute cette jeunesse. À l'issue de cette randonnée gouvernementale, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Dr Boubacar Sawadogo, échange ici avec les acteurs chargés de l'exécution de cet ambitieux programme. Dans la région du Guirico, on compte 8869 immergés repartis sur 14 sites, dont 13 à Bobo-Dioulasso et 1 à Orodara, dans le Kénédougou. Agadez, la cité de l'Aïr, abrite depuis ce lundi 1er septembre 2025 le championnat d'athlétisme de l'armée de terre nigérienne. Cette première édition vise à renforcer la cohésion sociale et la fraternité entre les différents corps de l'armée. Elle vise aussi à contribuer à la préparation physique et mentale des FDS dans leur mission de sécurisation du pays. Suivons Salamatou Maman et Dodo Souley. C'est très tôt dans la matinée de ce lundi 1er septembre 2025 qu'ont débuté les festivités marquant l'ouverture de la première édition du championnat d'athlétisme de l'armée de terre dans la cité de l'Aïr. Une cérémonie qui constitue un moment important pour les forces de défense et de sécurité qui se sont réunies autour d'une passion commune qui est le sport tout en cultivant la cohésion et l'esprit du corps. La présente compétition n'est pas seulement un déroulé d'épreuves physique anodine. Elle est le reflet de nos valeurs, à savoir le courage, la discipline, le dépassement de soi et surtout l'esprit d'équipe. Dans le contexte actuel, elle constitue un entraînement à la résilience, à la détermination et à la solidarité. Elle permettra de renforcer nos liens, d'encourager l'émulation saine et de contribuer à notre préparation physique et mentale en vue de faire face aux défis que nous pourrions rencontrer dans l'exercice de nos différentes missions. Le sport est un préalable physique pour tout soldat, notamment l'athlétisme qui améliore la préparation opérationnelle des militaires en développant la condition physique qui est la résistance et les qualités mentales à l'adaptation aux contraintes extrêmes du terrain. L'athlétisme, discipline reine des sports, est une école d'endurance, de dépassement de soi, de rigueur physique et mentale. Ce sont exactement ces qualités que nous exigeons de chacun de vous dans l'accomplissement quotidien de vos missions au service de la nation. Comme au combat, la victoire en athlétisme n'est jamais le fruit du hasard. Elle se prépare, elle s'arrache par l'effort, par le sacrifice et par la discipline. Après la cérémonie d'ouverture, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiao, accompagné d'une forte délégation, a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, qui à son tour lui a remis un cadeau symbolique. Et nous allons continuer en sport. Football, les Aigles sont en regroupement au Maroc. C'est au compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026 contre les Comores. Ce match délocalisé au Maroc, plus précisément à Berkane, sur demande du Mali, se jouera ce jeudi 4 septembre. Le rassemblement a commencé dimanche et le nid des Aigles est presque rempli avec la présence de 23 joueurs sur les 25 retenus. Dans le groupe des Aigles, on note
note la présence du nouveau défenseur Ousmane Camara. L'atmosphère positive nous signale nos envoyés spéciaux au Maroc, Aridou Matina et Sambou Diakiti. Ici, au Maroc, à Saïdia, dans la province de Berkane, l'équipe nationale a poursuivi dans les meilleures conditions son rassemblement en vue de sa rencontre du 4 septembre contre les Comores au compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le groupe Aigle est presque au complet et le sélectionneur national qui se réjouit de cette retrouvaille, voire cette rentrée des classes des Aigles. Beaucoup de peuples parlent du match du Ghana, mais je pense qu'on va concentrer au début pour le match contre Comores. Et après le match contre Comores, on peut penser des matchs du Ghana. Mais c'est clair, on a sélectionné une équipe, je pense, avec beaucoup d'expérience entre moi, qui connaît le système, la manière de jouer. Mais chaque match avec l'équipe nationale, c'est très important. On a toujours le rêve pour aller aux Coupes du Monde. On a besoin des victoires et on est ici jeudi pour jouer pour un bon victoire contre Comores. Ils sont 25 joueurs à être convoqués. Malgré l'absence de certains cadres dont le capitaine Yves Bissouma, on note tout de même un nouveau visage dans le nid des Aigles. Il s'agit du défenseur central Ousmane Camara qui vient d'opter pour le Mali. C'est un honneur et une fierté pour moi de représenter l'équipe nationale du Mali. Je suis arrivé hier, c'est-à-dire que c'est trop tôt pour donner mon ressenti, mais les premières impressions sont très positives, très bonnes. Les gens sont très fiers de représenter ce maillot. C'était un bon choix pour moi au bon moment, parce que j'ai fait toute ma formation en France. J'ai tout fait en France, j'ai grandi en France, ça veut dire que c'est un choix logique. Mais là maintenant c'est le choix du cœur qui revient et on représente le Mali. Il manque, c'est clair, mais j'ai confiance dans notre équipe. On a des bons joueurs, on a des joueurs qui jouent dans le temps des rôles importants. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont développés les derniers mois. C'est une bonne ambiance qui règne au sein du groupe ici à Saïdia, où les Aigles ont effectué ce mardi leur première véritable séance d'entraînement. Et ce mercredi, le sélectionneur Tom Saint-Fiet et ses joueurs feront la reconnaissance du stade municipal de Berkane qui accueille ce jeudi cette importante affiche Mali-Comores à 19h, heure de Bamako, soit 20h, heure locale. En attendant ce jeudi, nous souhaitons une très bonne chance à nos Aigles. Restez avec nous sur ORTM1, votre rendez-vous météo. C'est juste après moi. Et nous, on se retrouve demain et avec grand plaisir, demain 20h. Un grand merci à nos téléspectateurs de Sénou, de Sanankoroba et de Wele Seboukou. Bonsoir à tous.